C'est l'événement international par excellence. Les Jeux Olympiques sont donc accueillis cet été, après une année de report, par Tokyo, dans un cadre sanitaire très strict. C'est donc un moment où l'ensemble de la planète va regarder le Japon. Or, le Japon, lui, entretient des relations complexes avec le reste du monde. C'est un pays à la fois replié sur lui-même, en contentieux avec ses voisins, et en même temps désireux de s'ouvrir au monde. C'est à la fois un géant économique et commercial et un acteur politique sous tutelle américaine. Le regard du Japon sur le monde est plein de paradoxes. Le Japon, c'est d'abord un archipel. Plus de 6800 îles, dont les 5 principales sont Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku et Okinawa. 3300 km de long du nord au sud, c'est considérable, avec de puissants voisins. La Russie au nord, jusqu'à Taïwan au sud, en passant par les deux Corées et la Chine à l'ouest, avec au passage de multiples contentieux territoriaux avec les voisins en question. Au sujet des îles Kouril avec la Russie, sur les rochers Liancourt avec la Corée, ou bien sur les îles Senkaku avec la Chine au sud. Le Japon, c'est aussi une forte densité, 347, 126 millions d'habitants sur un territoire de 377 000 km². Et évidemment, on le sait, de très grandes métropoles, notamment la zone du Grand Tokyo, 45 millions d'habitants. C'est aussi, et c'est un paramètre important, une population vieillissante, près d'un tiers de la population a plus de 65 ans. Tout cela crée logiquement une forte mentalité insulaire, une tentation du repli sur soi, une habitude de ne compter que sur soi-même et une forte méfiance vis-à-vis de l'étranger proche. Sur ce plan aussi, la relation du Japon au monde est complexe. Alternance de fermeture et d'ouverture, un mélange de conquête et de défaite et aussi de trauma. Il y a d'abord la sensation d'être les héritiers d'une tradition de grandeur. Les shoguns, les samouraïs, l'empire. Il y a eu des périodes d'isolement, par exemple au moment de l'édit Sakoku, très célèbre au Japon en 1635. Et puis à l'inverse, d'autres périodes de modernisation et aussi de conquête militaire à l'étranger, en particulier en Chine et en Corée. C'est l'ère Meiji, fin du 19e, début du 20e, et puis bien sûr toute la période qui conduit à la Seconde Guerre mondiale, où le Japon fait le choix de s'allier avec l'Allemagne. On connaît la suite, la défaite, et aussi le trauma des bombes atomiques américaines sur Hiroshima et Nagasaki. Le Japon sort de la Seconde Guerre mondiale battu, humilié et sous tutelle américaine, avec la volonté de se reconstruire rapidement et aussi de devenir un acteur de paix. Un peu comme l'Allemagne. Plus récemment, sous l'impulsion du Premier ministre Shinzo Abe, le Japon s'est à la fois ouvert davantage au monde et en même temps a réactivé sa fibre nationaliste. Toujours ces paradoxes. Il reste aussi méfiant vis-à-vis de ses voisins, en particulier de la Corée du Nord et de sa bombe nucléaire, et de l'expansion militaire de la Chine, en particulier en mer de Chine méridionale. Enfin, les relations restent également compliquées aujourd'hui encore avec la Corée du Sud, notamment sur le dossier des femmes de réconfort, ces prostituées coréennes utilisées comme esclaves sexuelles pendant la période d'occupation impériale japonaise. Les grands textes constitutionnels ou les grands traités internationaux qui lient le Japon sont une conséquence de son histoire moderne. Battu donc à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le Japon se voit imposer sa constitution par les États-Unis. Et l'article 9 de cette constitution stipule que le Japon renonce à jamais à la guerre comme droit souverain d'une nation. Il est donc placé dans une posture exclusivement défensive, notamment dans le cadre du traité de San Francisco de 1951 avec les États-Unis. Autre priorité de l'après-guerre, rétablir des relations correctes malgré tout avec les voisins. Donc des traités sont signés avec la Chine et la Corée du Sud. À la fin du XXe siècle, le Japon cherche ensuite à élargir son spectre à l'international. La priorité reste l'alliance avec les États-Unis,
Mais des accords vont être signés progressivement avec l'Inde, avec la Russie, avec les pays d'Asie du Sud-Est et aussi avec la France, le Royaume-Uni, l'Union européenne. Le Japon sort aussi à petits pas de sa doctrine exclusivement défensive sur les questions militaires. Il développe notamment de fortes capacités technologiques en la matière et de ce fait, il se retrouve impliqué dans de nombreuses opérations internationales sous le parapluie de l'ONU. Là encore, paradoxe. Le Japon est à la fois un géant économique et commercial, et en même temps, il est resté en partie en dehors de la mondialisation. Membre du G7, c'est la troisième économie mondiale par le produit intérieur brut, loin derrière la Chine et les États-Unis, mais devant l'Allemagne, plus de 5 000 milliards de dollars de PIB. C'est une réussite économique exceptionnelle pour un pays aussi isolé au départ, et on notera aussi un taux de chômage particulièrement bas. Le commerce extérieur est un atout majeur. Le Japon est à la fois le quatrième exportateur et le quatrième importateur au monde. Il exporte notamment des voitures et de l'électronique, Toyota, Sony. Il commerce surtout avec la Chine, les États-Unis, la Corée du Sud, l'Australie et plus récemment avec l'Europe. Mais ces dernières années, le Japon a subi de plein fouet l'essor commercial fulgurant de son grand voisin, la Chine. Et il a en partie raté le basculement vers le numérique, alors qu'au départ, il était plutôt en avance, notamment sur la téléphonie. Et puis le Japon reste replié sur lui-même. Il compte très peu d'expatriés et les expériences à l'étranger sont peu valorisées. Il regarde d'abord sur son marché intérieur. Et puis récemment, en 2018, le Japon a adopté une nouvelle loi sur l'immigration qui favorise l'arrivée de travailleurs étrangers. C'est une petite révolution. Le Japon n'a pas le choix compte tenu du vieillissement de sa population. À terme, ça peut modifier le rapport du Japon au monde et créer une forme de métissage dans la population de l'archipel. Mais ça prendra du temps. Les élites, les dirigeants japonais ont considérablement évolué dans leur rapport au monde. Ils manient le nationalisme avec prudence pour ne pas froisser les voisins et progressivement, ils s'ouvrent au monde extérieur. Ils cultivent notamment ce que l'on appelle traditionnellement le soft power, le sport, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby en 2019, le tourisme, la culture avec l'organisation de l'exposition universelle d'Osaka, ce sera en 2025. Les dirigeants japonais ont su aussi s'imposer discrètement mais efficacement sur la scène internationale. Par exemple, le Japon est très régulièrement élu au Conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent. La société japonaise traditionnelle, elle, reste en grande partie fermée au monde extérieur. Elle reste marquée par la religion, le shintoïsme, le bouddhisme, et marquée aussi par un régime longtemps hiérarchisé et militarisé. Elle reste marquée aussi par toutes ces règles de bonne conduite que l'on appelle mana en japonais et qui sont essentielles dans la société de l'archipel. La famille, l'entreprise sont des repères majeurs. La femme reste souvent reléguée à l'arrière-plan. Tout un corpus de valeurs qui sont déroutantes pour l'occidental. Conséquence, le pays est donc longtemps resté fermé aux étrangers. Les gaijin, comme on les appelle au Japon, ne représentent que 2% de la population, c'est très peu. Au cours des 20 dernières années, la situation a commencé à évoluer, en particulier dans les grandes villes du pays, mais souvent la diversité ethnique reste redoutée et on reste très loin du métissage que connaissent les grandes capitales occidentales. En résumé, le Japon regarde le monde avec une forme de méfiance, même s'il s'ouvre progressivement au reste de la planète. Sa relation avec ses partenaires étrangers reste complexe et elle le restera encore sans doute longtemps.